1945. Après des décennies d'exil en Zambie et au Zimbabwe, l'Afrique du Sud a accueilli ce mercredi le reste des 42 combattants de la liberté. Les dépouilles de ces héros ont été accueillis à la base militaire de Pretoria avec dignité et honneur par les représentants du gouvernement et les membres de leur famille. Dans ces mots de circonstance, la ministre de la Défense, Andy Motieka, a exprimé sa gratitude envers leurs proches. Je tiens à vous remercier encore et encore. Sans les sacrifices de vos enfants et frères et sœurs, vous n'auriez pas eu la chance de recevoir les dépouilles de ces soldats. Aujourd'hui, vous ne recevez que des restes, mais ce pays ne serait pas là où il est sans eux. C'est dans le but de donner un sentiment de clôture de deuil aux familles que le gouvernement a initié ce programme. Cette cérémonie en mémoire des martyrs vient rappeler aux Sud-Africains le coût inestimable de la liberté et l'importance de ne pas oublier le passé qui a façonné le présent de l'Afrique du Sud. Ce 25 septembre à Brazzaville, une convention de partenariat stratégique a été signée entre le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA et le Centre de ressources professionnelles des métiers du bois, dans le but de développer une filière bois durable et compétitive en soutenant les initiatives innovantes et en renforçant les capacités des acteurs locaux. Un partenariat qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du bois en offrant des formations spécialisées ainsi qu'un accompagnement spécialisé et un accès facile au financement. Puisqu'en 2018, le Congo a importé pour 18 milliards de francs CFA le mobilier du bureau destiné aux banques, aux administrations publiques et aux sociétés pétrolières. Créé en 2019, le FIGA a pour mission de promouvoir et de stimuler la croissance et le développement des micro, des très petites, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en facilitant l'accès aux services financiers. Ce partenariat stratégique entre le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement et le Centre de ressources professionnelles des métiers du bois est la concrétisation d'une vision impulsée par le gouvernement, celle d'un Congo où l'entrepreneuriat est un moteur de développement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé mercredi 25 septembre à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans son intervention, celui-ci a demandé des sanctions internationales contre le Rwanda qu'il accuse de mener une guerre dans l'est de son pays. Il a lancé un appel à la création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité pour les continents africains, une question de justice selon lui. Félix Tshisekedi a réclamé à la communauté internationale des sanctions ciblées contre le Rwanda qu'il accuse de soutien à la rébellion du M23 dans l'est de son pays. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le chef de l'État congolais s'est par ailleurs inquiété de la menace sérieuse que le terrorisme représente désormais aussi pour l'Afrique, évoquant notamment le groupe État islamique. Enfin, le président congolais a aussi appelé de ses vœux la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Congo s'engage activement. Au Congo, les perturbations d'électricité sont constatées depuis maintenant 1 mois dans la capitale Brazzaville. Dans certains quartiers, il faut compter 2 à 3 jours pour revoir briller la lumière dans les foyers, ce qui n'arrange pas ses habitants dont les principales victimes sont les commerçants, les petites et moyennes entreprises qui vivent très mal la situation. Ça n'a problème en courant. Concernant l'électricité, nous qui vendons des produits congelés, nous souffrons parce que sans électricité, nous risquons de vendre des produits avariés. Il y a peu,
nous avons dû jeter nos produits à cause de la coupure qui a duré 6 jours. Les autorités doivent faire face à ce problème d'électricité qui cause beaucoup de tort à la population. Les impacts de ces perturbations sont tout de suite ressentis sur le plan économique et financier, mais jusque-là, aucune solution concluante n'a abouti pour le moment. Le 19 septembre dernier, le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Mungala, avait répondu sur la question de l'électricité lors de la quinzaine du gouvernement. Je vous informe donc que le gouvernement arrive à la phase finale de la réforme de EKRC. Il y a un processus avec des protocoles d'accord qui ont été conclus, et en tout cas une démarche qui va conduire à la désignation d'un fermier, c'est-à-dire d'un opérateur de droit privé qui va prendre possession de la gestion de EKRC et être le partenaire, au nom de l'État et de l'intérêt général, le partenaire de tous ceux qui vont gérer les différents segments de l'écosystème électrique. J'ai parlé de l'offre, donc les barrages, etc. Là également, c'est du privé qui entre, et puis les différents partenaires qui frappent à la porte. Et ce que je peux vous dire, parce que j'en ai parlé avec le ministre Wosso, depuis que la perspective de l'arrivée d'un fermier, donc d'un gestionnaire privé de EKRC, est inscrite dans les perspectives presque immédiates, eh bien, il y a beaucoup d'investisseurs qui frappent à la porte. À Mombasa, au Kenya, un groupe de femmes handicapées subvient à ses besoins en fabriquant des serviettes hygiéniques. Bien que ces produits semblent anodins, ils constituent une véritable bouée de sauvetage pour ces femmes qui doivent faire face à de nombreux préjugés, à des conditions de vie précaires et à très peu de soutien social. C'est rentable parce que quand je l'utilise, je peux réutiliser. Pas besoin d'en acheter une autre et elle dure pendant 3 ans. Après cette période, on peut même en racheter une nouvelle si nécessaire. À l'inverse, l'autre type de serviette doit être achetée chaque mois, ce qui revient très cher. Tunaweza, leur association, doit surmonter divers défis pour fabriquer et commercialiser ces produits. L'un des défis que nous devons relever est celui des machines. Les machines que nous avons sont en fait manuelles. Nous avons besoin de machines électriques pour produire rapidement et davantage. Un autre problème que nous avons est celui du transport. Malgré ces obstacles, Chazi souligne qu'elles sont parfois capables de produire jusqu'à 3000 serviettes hygiéniques en une semaine, témoignant de leur détermination et de leur efficacité, même avec des ressources limitées. Mes études secondaires ont été difficiles avant que je ne commence à utiliser ces serviettes hygiéniques réutilisables. J'utilisais les anciennes et je ne me sentais pas du tout à l'aise avec elles. C'est alors que j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de ce groupe de femmes qui fabriquent les serviettes hygiéniques réutilisables. Elles m'ont appris à les utiliser et à les laver, à les entretenir lorsque je les utilise. Grâce au succès des serviettes hygiéniques, Tunaweza emploie aujourd'hui plus de 20 personnes, ce qui constitue une grande victoire tant pour ces femmes handicapées que pour leurs clientes. En fabriquant ces serviettes, Tunaweza contribue à réduire les déchets liés aux produits hygiéniques jetables. À la tribune de l'ONU mercredi, le président sénégalais Diomaye Faye a dénoncé les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité croissante. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. Diomaye Faye a plaidé pour une réforme urgente des institutions économiques et sécuritaires mondiales. Pour lui, le continent mérite une représentation plus adéquate. Il est impératif de sauvegarder et de renforcer le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité internationale. Cela passe par une réforme urgente des institutions mondiales, notamment le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, afin qu'elles soient plus inclusives et qu'elles reflètent les réalités géopolitiques et économiques actuelles. Le continent africain, en particulier,
doit avoir une place plus importante dans ces instances de décision. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés à financer une transition énergétique juste et équitable. En République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont manifesté mercredi devant le tribunal suprême pour demander la libération des prisonniers politiques, dont les 3 figures les plus importantes de l'opposition. À la fin de la manifestation, des représentants des partis d'opposition ont remis au ministre de la Justice une déclaration accusant le président Félix Tshisekedi de tenter de museler l'opposition et de faire taire les voix dissidentes. Les manifestants ont demandé la libération de Jean-Marc Kabound, leader du parti Alliance pour le changement, de Mike Mukebayi, ancien membre du Parlement provincial pour le parti Ensemble pour la République, et de Seth Kikouni, candidat aux élections présidentielles de l'an dernier. Kabound et Mukebayi ont été arrêtés l'année dernière pour insulte au chef de l'État et de propagation de fausses rumeurs. Kabound a été condamné à 7 ans de réclusion, tandis que Mukebayi attend son procès en prison. Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le bureau de la CENI a sollicité des échanges avec celui de la Chambre basse du Parlement, marquant ainsi une première prise de contact depuis l'installation de cette législature. Une importante délégation de la CENI dirigée par son président Denis Kadima a tenu une séance du travail avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en présence de l'honorable rapporteur adjoint Dominique Mounongo Inamizi. Au cours de cette rencontre, les participants ont abordé les questions liées au processus électoral, toujours en suspens en raison de l'insuffisance de moyens, comme l'a souligné Denis Kadima. Les membres de la CENI ont d'abord présenté les réalisations de leur institution telles que détaillées dans les rapports annuels récemment publiés. Ils ont ensuite exprimé leurs préoccupations concernant le fonctionnement de la CENI et les enjeux liés au financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a affirmé qu'avec l'appui du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour organiser les élections, en commençant par Yakoma et Massimanimba, avant de s'y pencher sur les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a précisé que la situation des conseillers communaux progresse bien au sein du gouvernement pour leur prise en charge. Cependant, il a souligné l'importance pour la CENI de disposer de moyens nécessaires afin de finaliser le reste du processus électoral et d'aplanir les ambiguïtés résultant de la dichotomie observée dans différentes municipalités. Le COF 8, prévu le 11 octobre 2024 au Zénith de Nancy, marque une nouvelle étape dans l'essor des arts martiaux mixtes, appelés MMA, en France et en Europe. Sous la direction de Jérôme Le Banner, cet événement contribue à populariser cette discipline depuis sa légalisation en 2020. Des combattants d'origine camerounaise comme Francis Ngannou, Cédric Doumbé et Fernand Lopez ont joué un rôle central dans cette ascension, symbolisant la réappropriation du MMA par l'Afrique. Ce développement s'inscrit dans un contexte plus large où l'Afrique, avec sa population jeune et dynamique, se positionne comme le continent d'avenir pour le MMA. L'engouement pour ce sport pourrait faire de l'Afrique un vivier de talents sur la scène internationale, transformant le MMA en une véritable industrie sportive à l'image des États-Unis. Le COF 8 pourrait ainsi non seulement révéler de nouveaux talents européens, mais aussi amplifier l'impact de l'Afrique dans cette discipline en plein essor.